Comme toutes les grandes journées de l'histoire de France, mai 68 se sera joué avec la rigueur des grands classiques. 3 actes, 3 personnages. Premier acte, les barricades au quartier latin. Tant qu'il y a d'un côté des manifestants, de l'autre côté des policiers, nous sommes du côté des manifestants et nous n'en sortons pas. Deuxième acte, le drapeau rouge dans les usines occupées par les grévistes. La grève avec occupation d'usines est adoptée à l'unanimité, moins une voix. Troisième acte des élections générales, 15 mois seulement après le début de la 3e législature de la 5e République. J'ai reçu de Monsieur le Président de la République la lettre suivante. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous informer qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, et après avoir procédé aux consultations prévues par cet article, j'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Pendant ce très long mois de mai 68, 3 hommes ont tenu entre leurs mains les fils de la geste qui s'est jouée entre la rue Gay-Lussac, les ateliers de Billancourt et pour finir les bureaux de vote dans la France entière à la fin du mois de juin. Celui qui a gagné parut longtemps le plus menacé, Charles de Gaulle. Il a gardé un long silence avant de reprendre la main. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter le 29 mai. Je me suis interrogé moi-même et je me suis senti consolidé dans ma résolution par la volonté des Français. Le détonateur de l'explosion de mai 68 s'appelle Daniel Cohn-Bendit, un rouquin de 24 ans, étudiant en sociologie à Nanterre. C'est le fils d'émigrés allemands et c'est lui qui, au printemps 68, avec 142 enragés, a planté le premier drapeau rouge. C'était le 22 mars 1968, une date encore anonyme qui va très vite devenir un mouvement révolutionnaire, puis le symbole d'un nouveau style politique, la contestation par la violence. Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe. Le troisième homme de mai 68 est probablement le plus discret. Georges Ségui, secrétaire général de la puissante CGT. C'est un communiste de la nouvelle génération. Il conduira la grève avec la lucidité d'un PDG, la comparaison vient du Figaro, la grève dans l'usine pour mieux endiguer l'aventure dans la rue. Cohn-Bendit, qui est-ce? Sans doute faites-vous allusion à ce mouvement lancé à grand renfort de publicité qui, à nos yeux, n'a pas d'autre objectif que d'entraîner la classe ouvrière dans des aventures en s'appuyant sur le mouvement des étudiants. Donc, premier acte, les barricades au quartier latin. Tout a commencé par la fermeture de la faculté des lettres de Nanterre. Le doyen, c'est un libéral. Il s'appelle Pierre Grappin, c'est un ancien déporté que les enragés ont traité de nazi. Pour tenir un meeting anti-impérialiste à Nanterre, Cohn-Bendit et les enragés expulsent un professeur. Pierre Grappin alors décide de fermer la faculté. C'est le 3 mai 68. Il s'interroge. Il est difficile de leur faire préciser exactement ce qu'ils ont en tête, surtout sur le plan universitaire. Songez également que la faculté était devenue le point d'affrontement de groupements politiques ou parapolitiques qui nous dépassent largement. Nanterre fermée, l'agitation gagne la Sorbonne, où le recteur Jean Roche va prendre la même décision qu'à Nanterre. Suspension des cours et fermeture de la vieille faculté. Pour disperser les étudiants qui se sont rassemblés dans la cour de la Sorbonne ce vendredi-là, le recteur Roche appelle la police. L'entrée des gendarmes mobiles dans la cour va provoquer la première explosion de colère. Et bientôt, aux portes de la Sorbonne, la première bataille, les premiers pavés, les premières grenades, la première barricade. Dans l'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas, ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé. Les policiers se sont retranchés derrière leur car. Ils se protègent avec leurs boucliers. Quelques boulons volent. Les étudiants maintenant essayent de renverser
une 404, puis une 2 chevaux. Maintenant, ce sont les policiers qui viennent de passer à l'attaque. Le front des étudiants a reculé. C'est une véritable bataille rangée. Les étudiants attaquent à coups de pavés et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer ici. Cependant, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, garde son sang-froid. Voyez, dit-il, il y a 605 000 étudiants en France. Or, tout à l'heure, ils étaient 5 000 à se battre dans les rues du quartier latin. 5 000, c'est-à-dire quelques dizaines d'enragés. Eh bien, ce slogan va secouer le quartier latin pendant tout un mois. On va juger ensuite et condamner les manifestants qui ont été arrêtés dans la soirée. Et l'UNEF de Jacques Sauvageau, avec les professeurs du SNESUP autour d'Alain Gesmard, vont lancer la grève générale. Lundi 6 mai 68, la deuxième journée d'émeute. Cohn-Bendit et 7 de ses camarades doivent passer devant le conseil de discipline de la Sorbonne. La matinée est relativement calme et après une longue randonnée où les manifestants ont réussi à tourner les forces de l'ordre, les étudiants reviennent au quartier latin. Il fait très beau, ce sera certainement la plus sauvage des batailles du quartier latin. Écoutez, ça y est, ça charge maintenant, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rebrouillent. Aïe la vache, pousse-toi. Dans la main, il y a 2 voitures, 4 voitures qui sont renées. Des grilles d'arbres. Des grilles d'arbres qui jonchent la rue. Les policiers chargent maintenant les manifestants. Là, sur le boulevard Saint-Germain, il y a un tas de sable, mais je viens de voir juste devant moi un policier qu'on emmenait, qu'on traînait, qui avait la figure en sang. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain et il y a une femme qui est allongée. Elle est allongée, elle est complètement en sang. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent. Eh bien, les policiers ont reculé, même les CRS ont formé une espèce de toit avec leurs boucliers. Et ce n'est qu'un début, la bataille va recommencer en fin de soirée autour de l'église Saint-Germain-des-Prés. Le bilan est très lourd, près de 800 blessés de part et d'autre. Alors l'UNEF décide une nouvelle manifestation pour le lendemain 7 mai. Cette fois, à Denfert-Rochereau, il y a des professeurs et il y a aussi quelques ouvriers. Aucun incident, la manifestation est réglée par une sorte d'entente tacite entre les 2 services d'ordre, celui du préfet Maurice Grimaud et celui de l'UNEF. Ce soir-là, 7 mai, une seule photo pour l'histoire. Les drapeaux rouges et les drapeaux noirs montent à l'Arc de Triomphe. Je vois des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs, et c'est vraiment un spectacle assez extraordinaire et bien sûr inhabituel de voir tous ces garçons casques de moto avec des mouchoirs sur le nez qui montent une espèce de piquet en faisant la chaîne devant la flamme. Denfert-Rochereau, les Invalides, les Champs-Élysées, puis retour au quartier latin. Sur leur parcours, les manifestants oublient 2 stations. C'est historique et c'est révélateur, le Palais Bourbon et l'Élysée. Le Palais Bourbon ne représente plus rien pour nous. Pour nous, c'est du théâtre, c'est du cinéma, c'est un vide complet. Ce n'est certainement plus quelque chose de représentatif. Quant à l'Élysée, n'en parlons pas. Pour nous, c'est un monument des temps passés. La France, abasourdie par les premières émeutes, ne reconnaît plus ses enfants. Le grand chambardement de Nanterre et de la Sorbonne devient insensiblement une révolution. En l'absence du Premier ministre, Georges Pompidou, qui se trouve en Iran, le gouvernement paraît plus décidé à négocier l'avenir qu'à désamorcer le présent. Dans la soirée du 8 mai, pourtant, enfin, un fait nouveau au Palais Bourbon. Alain Peyrefitte amorce la désescalade. Si ces conditions paraissent réunies, la reprise des cours à la faculté des lettres de Paris-Sorbonne et à la faculté des lettres de Nanterre pourrait intervenir dès que les doyens concernés le jugeront possible, c'est-à-dire, je l'espère, pour commencer dès demain après-midi. Si l'ordre est rétabli, tout est possible. Si l'ordre n'est pas rétabli, rien n'est possible. Or, la réouverture des facultés, c'était l'un des 3 mots d'ordre de l'UNEF. On peut donc espérer à ce moment-là que l'atmosphère va se détendre. Il n'en est rien, la Sorbonne n'est pas ouverte, et pendant les 48 heures qui vont suivre, la température va encore monter. Vendredi 10 mai, ce sera le grand soir. C'est la grande nuit des barricades de la rue Gay-Lussac. Et comme dans toutes les grandes journées de mai 68, on commence dans l'ordre, on finit aux barricades. Dans le grand cortège qui se retrouve autour du Lion de Belfort, il y a maintenant des lycéens. Ils viennent de créer les premiers comités d'action dans les lycées. À mon avis, il y en a pas mal
qui veulent vraiment revendiquer des droits, mais qui entraînent d'autres qui ne veulent absolument rien, qui vont là pour s'amuser. Il y a certains étudiants qui ont des idéals et qui entraînent leurs amis, que ça tente d'aller manifester un peu. Ça les amuse, à mon avis. Enfin, je trouve ça très excitant d'aller manifester. Et ils sont plus de 30 000 à faire une fois encore le tour du quartier latin. Et une fois encore, on va se retrouver face à face. Les étudiants dans la rue, les policiers encerclant la Sorbonne. Comme avant, un grand orage, chacun de part et d'autre attend quelque chose. Le dialogue ou la bataille. Pendant 50 minutes, grâce à RTL, ce soir-là, on va croire au dialogue. Le vice-recteur de la Sorbonne, M. Chalin, appelle au téléphone notre rédaction. Au quartier latin, Gesmar et Sauvageau sont assis dans l'une des voitures techniques de RTL. Sur chaque balcon et dans les rangs des manifestants, les transistors vont diffuser à pleine puissance, il est 22h10, la conversation entre M. Chalin et Alain Gesmar. Monsieur Gesmar, je suis tout prêt, personnellement, à me rendre à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Oui. Afin d'avoir une conversation avec vous. Est-ce que cela est possible? Cela est possible, certainement, mais le problème est le suivant. Il y a un point sur lequel personne ne peut transiger. Et quand nous avons annoncé au début de la manifestation depuis le Lion de Belfort à tous les gens qui étaient rassemblés qu'on était prêts à nous donner les 2 derniers, mais que sur l'amnistie il n'y avait pas de déclaration, la réponse des manifestants a été dans un cri unanime: libérons nos camarades. Alors si là-dessus il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas la peine que vous vous dérangiez, monsieur le recteur. Monsieur Gesmar, vous comprenez bien que je ne puis personnellement prendre un engagement là-dessus. Ce que je peux faire, c'est prendre contact avec monsieur le ministre qui, lui, au nom du gouvernement, peut prendre cette décision. Absolument, et si le ministre prend cette décision, il sait qu'il peut communiquer directement avec tous les manifestants sur les antennes de radio. Oui. Si nous avons une déclaration ferme là-dessus, oui, il est évident que nous sommes prêts immédiatement à entamer un débat. Je dois pour cela prendre la tâche du ministre. Je pense pouvoir le faire très rapidement. Moi, je suis disponible et prêt à rester là, seulement je vous précise que ça risque d'être une question de minutes parce que, autant que je sache, il y a à certains endroits vraiment des manifestants et des policiers face à face, c'est pratiquement des barricades entre deux. Oui. Et à partir du moment où la première matraque ou la première pierre est jetée, d'ici, je ne peux pas être en chaque point où il y a une barricade pour expliquer ce qui se passe. Bon, monsieur Gesmar, dans ces conditions, je pense qu'il convient de ne pas perdre de temps. Absolument. Et je vais essayer d'atteindre monsieur le ministre immédiatement. Et dans un calme étouffant, sans un pavé, sans une grenade, sans accrochage, l'attente va durer 50 minutes. Gesmar est tout près de la Sorbonne, il attend la réponse du recteur, mais la tête du cortège des manifestants campe déjà rue Soufflot et rue Gay-Lussac. Les premières barricades sont déjà édifiées quand M. Chalin appelle à nouveau la rédaction de Luxembourg. Il est 22h50. Je suis autorisé à répéter le communiqué qui a été déjà passé sur les ondes, et ceci d'une manière officielle de la part du recteur Roche. Il est prêt à recevoir les représentants des étudiants pour examiner avec eux, en accord avec les doyens, les conditions dans lesquelles pourra être assurée, dans le calme, une reprise des cours à la Sorbonne. Nous avons posé, devant l'ensemble de la population qui doit être aux écoutes, une question. Si le gouvernement n'est pas capable de prendre ses responsabilités sur cette question, c'est la population qui doit prendre cette responsabilité. C'est clair pour nous. Fin du dialogue. Chacun a compris, ce sera la bataille. Il est plus de minuit, seuls sont restés dans les barricades ceux et celles qui vont se battre rue Gay-Lussac. Bien, je manifeste parce que je pense que ça peut avoir un effet à longue échéance, justement. Et c'est au cours des diverses manifestations qui ont eu lieu et de celles qui vont se poursuivre qu'on pourra avoir un résultat, parce que sinon c'est pas la peine. Évidemment, quand on raisonne même à froid, on se dit oui, je risque de recevoir un coup de matraque, d'être assommé, d'avoir un œil crevé, mais quand on est dedans, c'est pas du tout pareil. Et est-ce que vous avez pensé à des précédents historiques? Pour moi, ça symbolise 1789. Oui, parce que non, il y en a qui sont à côté de moi qui parlent de la Commune. Mais pendant 2 heures encore, la France reste à l'écoute des transistors et retient son souffle. Au ministère de l'Intérieur, le Premier ministre par intérim, Louis Joxe,
vient de prendre sa décision. Il va être 2h15 du matin. Il faut dégager les barricades. Je suis maintenant contre un barrage de CRS qui est le long du jardin de Luxembourg. Et CRS ont laissé la fumée se dissiper un tout petit peu et maintenant ils avancent avec les boucliers. Certains même ont des fusils, leurs petites sacoches avec les grenades. Vous entendez des explosions assez fortes. Ce sont de très fortes grenades qui répandent un nuage jaune. On se trouve maintenant au cœur des manifestants de l'autre côté de la seconde barricade. Il doit y avoir en tout dans cette rue Gay-Lussac jusqu'à présent une quarantaine ou une cinquantaine de voitures en feu. Et une à une, les barricades seront reprises. Sous chaque porte cochère, on se bat. À chaque coin de rue, c'est une embuscade pour les forces de l'ordre qu'on bombarde des toits. Jacques Monod, le prix Nobel, des hommes politiques, des parents affolés, des médecins, et même le nouvel archevêque de Paris, Monseigneur Marty, cherche à séparer les combattants. Il est plus de 4 heures du matin. Monseigneur Marty est en direct sur l'antenne de RTL. Je lance un appel au calme. Il faut que la violence s'arrête immédiatement. Je demande à tous ceux qui portent une responsabilité d'un côté et de l'autre de se rencontrer à nouveau. Il faut arriver rapidement à une solution juste. Nous sommes tous concernés. À l'aube du 11 mai, le préfet, Maurice Grimaud, parlera de guérilla. Il y aura près de 400 blessés et personne ne prendra pourquoi il n'y a pas eu de mort cette nuit-là dans les derniers combats de la rue Gay-Lussac. Et voici les fusées, les premières fusées qui arrivent. Attention! Attention! Les premières fusées tout près de nous. Ne vous affolez pas que c'est des manifestants, mais la rue est envahie complètement. Il y a un barrage qui flambe. Les gens aux fenêtres essaient toujours de jeter des seaux d'eau sur ces incendies. La dernière barricade maintenant va être attaquée dans quelques temps. Les étudiants fuient en direction de la rue Claude Bernard. Maintenant on en pleure, enfin les grenades lacrymogènes fusent déjà à la hauteur de cette rue Claude Bernard. Vous voyez que la progression des forces de police est importante et qu'ils ont maintenant pratiquement le terrain conquis. Au cours de cette longue nuit de la rue Gay-Lussac, la France a découvert qu'elle était au bord de la guerre civile. Les syndicats lancent la grève générale pour le lundi suivant, ce sera le 13 mai. Les partis de gauche annoncent qu'ils vont déposer une nouvelle motion de censure. Effet rarissime dans les annales de la Ve République, on a réveillé De Gaulle en pleine nuit. De Kaboul, le Premier ministre Georges Pompidou s'est fait tenir par téléphone au courant des événements de la nuit. Il rentre à Paris dans la soirée et dès son retour samedi 11 mai, il prend la parole à la télévision. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. L'allocution du Premier ministre fait plutôt bonne impression. Les promesses d'ailleurs seront tenues. Les étudiants emprisonnés seront libérés 48 heures plus tard, le lundi 13 mai, jour de la grève générale. En lançant cette grève générale, la CGT et Georges Chégui donnent un coup de semonce au gouvernement bien sûr, mais aussi un avertissement aux romantiques du quartier latin. Incident révélateur, Daniel Cohn-Bendit sera pris à partie par les militants de la CGT quand au moment où le défilé du 13 mai va se disperser place d'Enfer Rochereau, il cherchera à entraîner la foule vers l'Élysée. Pas d'accrochage cependant, on se sépare tard dans la soirée au Champ de Mars avec un seul mot d'ordre, tous à la Sorbonne. Allez parler au lieu de faire la musique, merde! Vous vous endormez, vous êtes des vrais chiens, vous venez vous balader ici, c'est tout ce que vous faites. Alors on part 5 minutes et puis après on joue de la musique, mais il y a des gens ici qui viennent sans arrêt pour se balader. Vive l'anarchie! Voilà! On peut dire, tiens, je vois l'histoire passer, voilà le club des Feuillants, voilà le club des Jacobins. Évidemment, on attend de voir arriver Marat et Robespierre, mais ils n'arrivent pas. Mais enfin, on peut dire, après tout, les révolutions, ça doit être ce désordre, ça doit être ce chaos, ça doit être ces bavardages, ça doit être cette espèce de gigantesque Hyde Park
où la caisse de savon est remplacée par la statue de Pasteur. Et comme Jean Caux, de nombreux Parisiens viendront faire du tourisme révolutionnaire à la Sorbonne. Mais bien des Français ont encore du mal à comprendre ce qui s'est passé. Après la bataille, vient le temps de la réflexion, vient le temps de l'explication. Jean-Paul Sartre, qui prêchait déjà la contestation, vous savez que c'est le mot à la mode en mai 68, donc Jean-Paul Sartre, qui déjà il y a 20 ans, à l'ombre de Saint-Germain-des-Prés, était le prophète, Jean-Paul Sartre, toujours sur RTL, démonte le mécanisme de la révolution de mai 68. La vérité, c'est que la violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime, aux étudiants qui sont jeunes, qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leurs pères et qui ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concessions. Ils ne veulent pas qu'on aménage les choses, qu'on leur donne satisfaction sur une petite revendication pour en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être, comme je vous le disais, dans 30 ans, ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer et par conséquent ce refus est évidemment un refus de violence. Donc, si vous voulez, on peut considérer que le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Et pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre dans la rue. Et dans la rue, les étudiants vont bientôt être rejoints par d'autres jeunes, des ouvriers. Fin du premier acte, les drapeaux rouges vont maintenant éclater dans les usines. Ce sera l'acte 2 de mai 68.